Pour les humains, le miracle de la naissance est l'une des expériences les plus mémorables de la vie. Cependant, nous ne sommes pas les seuls. Les créatures marines connaissent également des naissances assez miraculeuses, mais pour des raisons légèrement plus inhabituelles. Des crabes enceintes qui dansent au clair de lune, aux mers marines qui donnent naissance à des millions de petits, voici quelques-unes des méthodes les plus insolites utilisées par les créatures marines pour donner naissance. Les œufs de raie. Les raies sont surtout connues pour leur apparence de raviolis de la mer, leur taille pouvant atteindre 1,40 m de large et leur dard venimeux douloureux. Cependant, si vous pensiez que ces caractéristiques étranges étaient surnaturelles, attendez de découvrir comment ces animaux donnent naissance. Comme la plupart des animaux marins, les mères raies produisent des œufs à l'intérieur de leur corps. Cependant, contrairement aux animaux marins classiques, les raies pastenagues sont ovivipares, ce qui signifie que leurs mères gardent leurs œufs dans leur corps, même après l'éclosion. Généralement, après une période de gestation de 3 mois, leurs embryons émergent des œufs. Les bébés raies pastenagues en développement reçoivent leur nourriture grâce à une substance laiteuse et riche produite dans l'utérus de la mère et qui leur est transmise par des sacs, ce qui les aide à grandir et à devenir forts. Finalement, lorsque le jour de l'accouchement arrive, les mères raies pastenagues donnent naissance à ces créatures impressionnantes. Ouais, je ne mentais pas en disant que ces embryons grandissent et deviennent forts. Et pour être honnête, les petits en ont besoin. La plupart des raies pastenagues juvéniles commencent leur vie loin de leurs parents. Il est donc essentiel qu'ils sachent nager et se débrouiller seuls. Mais si vous pensiez que la naissance des raies était étrange, accrochez-vous car les cauchemars ne s'arrêtent pas là. Les guitares, une autre espèce de raie, sont également ovivipares. Cependant, une maman marine a donné naissance à quelque chose qui vous donnera la chair de poule. Plutôt que de mettre au monde des petits à terme, cette maman a donné naissance à 4 bébés qui avaient encore leur sac vitellin attaché, ce qui suggère qu'elle les a mis au monde prématurément. La plupart des raies ne donnent pas naissance sur le rivage de cette manière. Il est donc probable que Madame Guitare ait été poursuivie jusqu'au rivage par un prédateur et que le stress de cette épreuve l'ait contrainte à accoucher plus tôt que prévu. Je pourrais plus jamais regarder les œufs au plat de la même manière. Des bébés douloureux. Bon, ça suffit pour aujourd'hui en ce qui concerne les naissances de raies pastenagues. Passons à un sujet plus léger et concentrons-nous sur l'une des créatures les plus abordables de la mer, les phoques. Ah, les chiens de la mer, ne vous font-ils pas fondre? Cependant, avant de vous laisser emporter par votre enthousiasme, vous devez découvrir les méthodes de mise à bas des éléphants de mer, qui sont moins attendrissantes et plus bouleversantes. De septembre à novembre, les femelles, qui mesurent en moyenne 3 mètres de long et pèsent jusqu'à 590 kg, arrivent sur les côtes des îles au large de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud et de l'Australasie. Environ une semaine après leur arrivée, elles donnent naissance aux petits qu'elles ont portés pendant les 7 derniers mois. Et à en juger par l'apparence d'un éléphant de mer en train de mettre bas, c'est un jour que ces mères ont profondément redouté pendant ces 7 mois. Ça peut ressembler à un démon mythologique à 2 têtes, mais il s'agit en fait d'une mère éléphant de mer qui pousse l'un de ses petits la tête la première. Et étant donné que ces petits pèsent environ 40 kg et mesurent plus d'1 mètre de long, c'est pas une tâche facile. Aussi douloureuse que puisse être la grossesse, cela en vaut la peine au final pour la mère éléphant de mer déterminée. Qui ne voudrait pas s'occuper de ce petit ange? J'ai juste une question, est-ce que la personne qui a pris cette photo va bien? Snack pour requins. Que ce soit pour leurs dents acérées et dentelées, leurs yeux effrayants ou leur taille imposante de 3 mètres, les requins tigres des sables sont l'un des habitants les plus redoutables de l'océan. Cependant, si vous trouvez leur apparence impressionnante, vous ne savez pas encore ce qui se passe pendant leur grossesse. Pour les humains, l'utérus est un endroit paisible et confortable où les fœtus peuvent se développer. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour les requins tigres des sables. Les femelles ont 2 cornes utérines qui, pendant la grossesse, abritent 6 à 9 embryons dans chaque utérus. Pourtant, les requins taureaux ont l'un des taux de reproduction les plus bas de tous les requins. Alors, où vont tous ces bébés? Eh bien, dans l'intestin de leurs frères et sœurs. Voilà où, dans ce que l'on appelle le cannibalisme intra-utérin, les embryons en développement sont dévorés par le plus gros embryon de requin taureau, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Certains proches parents du requin taureau, notamment le grand requin blanc et le requin mako, produisent des embryons qui consomment les œufs non fécondés dans l'utérus. Mais aucun n'est aussi effrayant que les embryons des requins taureaux, qui mangent joyeusement leurs frères et leurs sœurs nouveau-nés. Et vous pensiez que votre fratrie était difficile. Lorsque les 2 petits tueurs finissent par sortir de l'utérus, ils mesurent déjà plus d'1 mètre de long, ce qui est suffisant pour les protéger de la plupart des prédateurs et faire d'eux des tueurs redoutables. Oubliez les légumes verts, c'est en dévorant leurs frères et sœurs que les requins tigres des sables deviennent grands et forts.
Heureusement pour eux, leur taille leur permet de repousser les prédateurs potentiels. Je suis sûr que si ces prédateurs savaient que ces petits ont dévoré tous leurs frères et sœurs dans le ventre de leur mère, cela constituerait également un avertissement très efficace. Il est difficile de déterminer pour l'instant laquelle de ces naissances est la plus difficile. Si vous deviez subir l'une de ces méthodes d'accouchement inhabituelles, laquelle choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pendant que vous y êtes. Très bien, qu'est-ce qu'on a ensuite? Faire des vagues. Heureusement, les bébés tétras éclaboussants n'ont pas un accueil aussi macabre dans le monde, mais ça ne rend pas leur processus de naissance moins étrange. Lorsque ces poissons vifs que l'on trouve dans les rivières d'Amérique du Sud sont prêts à se reproduire, le mâle recherche une feuille appropriée. Cela peut sembler étrange qu'un poisson s'intéresse à la vie végétale, mais cette verdure joue un rôle essentiel dans la naissance des jeunes tétras éclaboussants. Le mâle part à la recherche de la feuille parfaite sur laquelle pondre ses œufs, et lorsqu'il trouve une partenaire, ils effectuent un saut spectaculaire. Cependant, il ne sautille pas simplement pour le plaisir. Le couple saute hors de l'eau en parfaite harmonie, à tel point que pour l'œil humain, il semble ne former qu'un seul être. Après avoir atterri sur la feuille, la femelle dépose ses œufs que le mâle doit immédiatement féconder. Une fois ce rituel inhabituel terminé, le mâle asperge les œufs d'eau avec sa queue pour empêcher ses petits de se dessécher. Voilà une façon originale de célébrer l'arrivée d'un bébé. Ça peut sembler étrange de mettre au monde ses enfants de cette manière, mais il y a une bonne raison à cela. En pondant leurs œufs au-dessus de l'eau, ses parents protègent leurs petits des poissons qui se régaleraient de leur délicieuse progéniture. Après avoir été aspergés par leur père pendant quelques jours sur leurs feuilles en hauteur, les œufs éclosent et les alevins plongent dans l'eau. C'est ce qu'on appelle une grossesse par cours. Éleveurs buccaux. Les feuilles ne sont pas le seul endroit insolite où on trouve des alevins. Vivant dans les algues au large des îles Banggai en Indonésie, les poissons cardinaux mâles de Banggai s'acquittent admirablement de leur devoir parental. La reproduction commence lorsque la femelle courtise le mâle avec une danse à laquelle il se joint. Il s'agit plutôt d'une danse du type suivez le chef, une conga à deux poissons si vous voulez. Mais si elle est impressionnée par ses mouvements, elle libère environ 40 œufs qui sont fécondés par le mâle. Cependant, son travail est loin d'être terminé. Après avoir fécondé les œufs, le père ouvre grand la bouche et les aspire tous. Ouais, ses enfants sont sur le point de devenir un petit encas. Mais il ne les mange pas. Au lieu de cela, il les accueille dans sa bouche pour les couver. Ça peut sembler étrange, mais pour les poissons comme le poisson mâchoire à tête jaune et bien sûr le poisson cardinal de Banggai, cette incubation buccale est le moyen le plus fiable pour s'assurer que leur petit non éclos ne soit pas dévoré par un autre poisson. Cependant, ce grand pouvoir poissonnier s'accompagne d'une grande responsabilité. Car si le père meurt pour une raison quelconque, les alevins n'ont guère de chance de survivre non plus. Si le père survit à la période d'incubation, il reste un autre petit problème. Les œufs sont toujours dans la bouche du mâle, qui ne peut pas manger, du tout, pendant un mois entier. Et moi qui me plains de ne pas avoir de deuxième service au dîner. Mais avant de commencer à applaudir les pères cardinaux de Banggai, sachez que tout ne se passe pas toujours sans encombre. Les mâles qui n'ont pas accumulé suffisamment de réserves d'énergie sont connus pour manger leurs propres petits. En fait, la plupart du temps, tous les alevins de poissons cardinaux de Banggai ne survivent pas dans la gueule de leur père. En moyenne, sur 40 œufs, seuls 20 alevins survivent. Eh bien, parfois la nourriture a meilleur goût quand on la prépare soi-même, non? Les martyrs mâles. Les poissons cardinaux de Banggai ne sont pas les seuls pères à contribuer à la grossesse. Après une danse nuptiale élaborée, les femelles hippocampes déposent leurs œufs dans leur partenaire. Cependant, cette fois-ci, ils ne finissent pas dans la bouche du père. Au lieu de cela, le cheval de mer possède sa propre poche ventrale où il féconde les œufs de sa compagne. À mesure que les embryons se développent, l'abdomen du cheval de mer grossit, tout comme lors d'une grossesse humaine. Sauf que ce n'est pas le ventre de la femelle qui s'arrondit. On ne sait pas exactement pourquoi les hippocampes présentent cette inversion des rôles entre les sexes en matière de grossesse. Une théorie suggère que le fait de confier au mâle la tâche de porter les petits permet à la femelle de commencer à produire la prochaine couvée d'œufs. À environ 30 jours, le jour de l'accouchement arrive enfin pour le père. Bien qu'il puisse sembler avoir une crise d'éternuement, les hippocampes mâles ouvrent leur abdomen avant d'avoir des contractions qui libèrent leurs minuscules bébés, dont la plupart mesurent moins de 12 mm. Ils sont ensuite livrés à eux-mêmes. Cependant, les hippocampes ne sont pas les seuls pères déterminés à posséder une poche incubatrice pour aider à élever leurs petits. Le dragon de mer, qui leur est étroitement apparenté, possède une poche incubatrice spongieuse sous sa queue. Pendant l'accouplement, la femelle dépose environ 250 œufs roses vifs sur la queue du mâle. Les œufs se fixent alors sur la poche incubatrice.
Après environ 9 semaines passées sur la queue du père, les œufs commencent à éclore, et, d'un petit mouvement, les bébés quittent la queue et découvrent l'océan. Cependant, tout comme leurs cousins les hippocampes, les jeunes dragons de mer ne reçoivent aucune aide de leur mère ou de leur père dès leur naissance. Ouais, bonne chance les enfants. Un autre proche parent de l'hippocampe et du dragon de mer, connu sous le nom de Signatus, complète le trio des pères poissons. Les femelles déposent jusqu'à 40 œufs dans la poche incubatrice située sur le ventre du mâle. Là, ils fécondent les œufs et les portent jusqu'à l'éclosion des petits quelques semaines plus tard. On dirait des pères aimants, non? Eh bien, pas tout à fait. Les mâles sont des parents assez exigeants, pour dire gentiment. Ils sont connus pour retirer de manière sélective les petits de leur poche s'ils sont accouplés avec une femelle peu attirante. Aussi cruel que cela puisse paraître, les mâles sont susceptibles de consacrer plus de ressources aux couvées issues de femelles plus grandes et plus séduisantes. La personnalité n'a-t-elle donc aucune importance dans ce monde? Comme si cela ne suffisait pas, les cygnates mâles peuvent également se livrer au cannibalisme si la grossesse devient trop difficile. S'ils manquent de nourriture, les futurs pères absorbent littéralement une partie de leur propre couvée pour se nourrir. Oubliez les grands requins blancs, les pères cygnates sont peut-être les créatures les plus impitoyables de la mer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains pères sont en réalité heureux avec leur progéniture. Lorsque le moment de la naissance arrive, les petits jaillissent du ventre de leur père. Et il est agréable de savoir qu'il existe des pères attentionnés, non? Les loches fidèles. Heureusement, tous les pères poissons ne se résignent pas à dévorer leurs propres petits à la première occasion. Les loches n'ont peut-être pas le nom le plus glamour de toutes les créatures marines, mais cela ne les empêche pas de mettre leur corps, qui mesure entre 1 cm et 60 cm selon l'espèce, en danger pour leurs enfants, littéralement. Pendant la saison des amours, les mâles rivalisent pour créer le meilleur nid afin d'attirer l'attention des femelles. La femelle choisit alors son préféré et pond environ 350 000 œufs avant de s'éloigner et de laisser les mâles s'occuper du reste. Et il s'en occupe vraiment. Le père reste avec ses œufs en s'attachant au rocher voisin à l'aide d'une ventouse formée à partir de nageoires pelviennes modifiées qui ont évolué en disques à succion. Le rôle du mâle est de protéger les œufs des prédateurs et de les aérer pour les maintenir oxygénés. Ça semble assez facile, non? Sauf que les vagues déferlent constamment sur les bassins peu profonds où ils se trouvent. Heureusement, c'est là que leur ventouse spéciale s'avère très utile. Mais les vagues déferlantes ne sont pas le seul problème du père. Ce processus peut durer jusqu'à 8 semaines, ce qui est impressionnant. Imaginez-vous coincé sur un rocher sans rien d'autre à faire que d'éventer des œufs pendant plus de 1300 heures. Cependant, l'ennui n'est pas son seul problème. Lorsque la marée descend, ces pères courageux restent auprès de leur progéniture, même face à des mouettes et à des corbeaux affamés. On dirait un père intrépide, du moins jusqu'à la naissance de ses enfants. Lorsque les petits limbucs éclosent enfin, leur père retourne dans les eaux plus profondes, laissant ses enfants se débrouiller seuls. Ça me rappelle un peu l'histoire du daron qui est parti chercher du lait mais qui n'est jamais revenu. Bébé volumineux. Bon, on sait que tous les animaux marins ne pondent pas d'œufs. Prenons par exemple la baleine bleue, également connue comme le plus grand animal de la planète, dont la longueur moyenne d'une femelle mesure plus de 22 mètres et pèse près de 113 tonnes. Comme les baleines sont des mammifères marins, les femelles portent leurs petits dans leur utérus et donnent naissance à des bébés vivants. Et quelle naissance impressionnante! Le fœtus se développe dans l'utérus de la mère, grandissant d'environ 2,5 cm par jour après 3 mois de gestation. Mais si vous pensez que ça semble déjà imposant, sachez que les baleineaux bleus atteignent une longueur impressionnante de 3,60 m après 7 mois dans l'utérus. Pour vous donner un ordre de grandeur, un bébé humain mesure généralement environ 35 cm après 7 mois de grossesse, soit moins d'un dixième de la taille d'un baleineau bleu. Après 12 longs mois, ils émergent la queue en premier, mesurant environ 7 mètres et pesant 3 tonnes, ce qui les rend 4 fois plus lourds qu'une vache. Comme si mettre au monde un bébé de la taille d'un camion ne suffisait pas, ces mères doivent également s'occuper de leurs petits. La mère fournit à son petit plus de 150 litres de lait par jour, soit l'équivalent d'une baignoire, pendant 7 mois. Ça représente plus de 33 000 litres. Ouais. Reproduction en spirale. Contrairement aux baleines bleues, les mères requins-marteaux n'ont pas la tâche difficile de mettre au monde un bébé de 3 tonnes. Mais ça ne rend pas la naissance de leur propre bébé moins étrange. Ces requins sont ovipares, ce qui signifie qu'ils donnent naissance à des petits en pondant des œufs. On ne sait pas grand-chose sur la façon dont ils se reproduisent, mais une chose est sûre, les mères requins-marteaux pondent certains des œufs les plus impressionnants de la nature. Vous imaginez probablement des œufs de forme ovale classique, comme ceux pondus par les poules, ou même de petits œufs de poissons sphériques. Cependant, il semblerait que les requins-marteaux n'aient pas reçu le mémo. Les requins-marteaux femelles pondent jusqu'à 16 œufs en forme de spirale, mesurant 10 cm de long chaque année.
et ils ressemblent davantage à des pommes de pin qu'à quelque chose qui provient d'un animal. Alors quelle est la raison de ces œufs si particuliers? Contrairement à la plupart des poissons qui libèrent leurs œufs et leurs spermes dans l'eau sans précaution, les mères requins-marteaux trouvent soigneusement un endroit approprié pour leurs œufs. La mère transporte les œufs en spirale dans sa bouche avant de les enfermer dans des rochers dans des endroits difficiles d'accès. Ça les empêche d'être emportés par les courants et ça empêche aussi les prédateurs de trouver un repas facile à base d'œufs de requin-marteau brouillés pour le petit-déj. On pourrait penser que la mère attendra avec impatience que ses œufs en spirale éclosent, mais ce n'est pas le cas. Dès qu'elle trouve une crevasse appropriée pour ses petits, elle les laisse se débrouiller seuls. Ouais, c'est de l'amour maternel à la façon d'un requin. Une extravagance d'œufs. Bien entendu, les requins ne sont pas les seules créatures marines à donner naissance à leurs petits en pondant des œufs. Les 7 espèces de tortues marines pondent également des œufs. Cependant, contrairement à ceux des requins, les œufs de tortues marines ont une apparence plus traditionnelle. Ce qui est remarquable dans la naissance de ces petits êtres, c'est le processus unique que leurs mères suivent pour assurer leur survie. Les tortues de mer adultes passent leur vie en mer, les femelles ne quittant l'eau que pour pondre leurs œufs. Les femelles enceintes utilisent le champ magnétique terrestre comme un GPS pour localiser les plages où elles-mêmes ont éclos des années auparavant, vers laquelle elles se dirigent en masse. Mais quelle est la raison de ce comportement? Les tortues de mer sont-elles sentimentales? Pas exactement. Les tortues marines femelles provenant de différentes îles ont tendance à posséder des gènes spécifiques qui varient en fonction de leur immunité. Ainsi, retourner sur l'île où elles sont nées aide leurs bébés à lutter contre les maladies locales. Cependant, avant que leurs bébés ne naissent, ces mamans doivent pondre leurs œufs. À l'aide de leur nageoire arrière, les femelles creusent un nid dans le sable, avant d'y pondre environ 110 œufs de la taille d'une balle de golf. Tout à coup, les tortues marines semblent beaucoup moins adorables. Une fois sa tâche accomplie, la mère retourne à la mer, laissant les œufs incubés dans le sable chaud pendant environ 60 jours. Les œufs finissent par éclore généralement de nuit, ce qui donne aux nouveau-nés une meilleure chance d'échapper aux prédateurs lors de leur trajet vers l'eau. Et il semble qu'ils aient besoin de toute aide possible, étant donné que seule une tortue sur 1000 survit jusqu'à l'âge adulte. Beaucoup souffrant de déshydratation ou devenant la proie de prédateurs. Ouais, heureusement que la maman a pondu autant d'œufs. Des mères impressionnantes. On ne peut pas parler de bébés de la plage sans mentionner les crabes rouges de l'île Christmas. Ces crustacés rouges vifs se trouvent sur l'île Christmas située au large de la côte nord-ouest de l'Australie. Chaque année, ils effectuent une migration massive depuis les forêts de l'île vers la côte pour se reproduire. Et je dis bien massive. Plus de 50 millions de ces créatures migrent à travers l'île chaque année. Et étant donné que l'île Christmas est plus de 1000 fois plus petite que la Floride, vous pouvez imaginer les embouteillages rouges constants. En fait, il y a tellement de monde que le tapis rouge de crabes oblige même à fermer les routes. Après avoir migré par millions, les crabes colorés se reproduisent sur la côte. À ce stade, le travail du mâle est terminé. Il retourne donc dans la forêt, comme c'est charmant. Mais contrairement à son compagnon, le travail de la femelle est loin d'être terminé. Elles pondent environ 100 000 œufs chacune, qu'elles incubent ensuite dans leur poche abdominale. Sans faute, les crabes rouges pondent leur progéniture presque infinie à marée haute pendant le dernier quartier de lune. Et non, ce n'est pas parce qu'ils ont adopté un rituel païen. C'est parce qu'à ce moment-là, les crabes femelles ont une distance plus courte à parcourir pour atteindre la mer avant de libérer leurs œufs. Et elles les libèrent avec style. Oui, ce sont certainement des mouvements de danse maternelle, mais ces secousses frénétiques ont en fait pour but de libérer les centaines de milliers d'œufs. Vous vous demandez peut-être comment une mère s'occupe d'autant de fœtus. Eh bien, elle ne le fait pas. Les œufs de crabe rouge éclosent dès qu'ils entrent en contact avec l'eau, et à partir de ce moment, ils sont livrés à eux-mêmes. S'ils survivent, les bébés crabes resteront en mer pendant 3 à 4 semaines pour se développer, avant que les survivants ne reviennent envahir les plages par millions, voire par milliards. Malheureusement, leurs chances de survie ne sont pas très élevées. La grande majorité d'entre eux ne sortiront même jamais de l'eau, avalés par des poissons, des raies mantas ou même d'énormes requins-baleines. En parlant de parents crustacés, ouais, je vais m'en aller. Squid Game. Dans les profondeurs de l'océan, on trouve un calamar qui protège ses œufs d'une manière très particulière. La plupart des espèces de calamars se produisent en déposant leurs œufs sur le fond marin, mais certains calamars adoptent une approche un peu plus active. Les chercheurs ont récemment découvert 2 espèces de calmars, le Goniathus onyx et le Bathytotis berrii, qui transportent leurs œufs dans leurs bras. On pourrait croire que ces mères saupoudrent de la poussière de fée dans les profondeurs de la mer, mais ces petites taches sont en réalité leurs œufs. À l'heure actuelle, on en sait peu sur le comportement des mères Bathytotis berrii. Cependant, les difficultés rencontrées par les mères Goniathus onyx sont mieux comprises.
Porter un seul bébé semble déjà difficile, mais ces mères doivent en porter environ 3000 pendant 9 mois. Malheureusement pour les calamars, la difficulté ne se limite pas à la fatigue des bras. On a observé que certains Goniathus onyx présentaient des moignons à l'endroit où auraient dû se trouver 2 tentacules alimentaires. On pense que les mères les mordent avant de pondre afin de faire plus de place pour leurs œufs. Mais les tentacules ne sont pas le seul sacrifice que font ces mères courageuses. Le fait de porter autant d'embryons empêche les mères de nager rapidement, ce qui les expose au risque d'être capturées par des prédateurs. Heureusement pour les Goniathus onyx, le fait de flotter entre 1500 et 2100 mètres de profondeur leur permet d'échapper à la plupart des prédateurs. Cependant, certains animaux plongeant en profondeur, comme les éléphants de mer, n'hésiteraient pas à faire un casse-croûte rapide de la mer ou de son petit s'ils se croisaient. Mais les chasseurs affamés ne sont pas le seul problème pour les mamans calamars. Le Goniathus onyx se nourrit pas du tout pendant qu'il porte ses petits. Oui, vous avez bien entendu. Ces mères restent sans nourriture pendant 9 mois, période à l'issue de laquelle elles sont à la fois affamées et épuisées. Après 9 mois de lutte, la mère finit par donner naissance à ce qui ressemble à un amas de mini-étoiles. Malheureusement, tout n'est pas aussi majestueux dans cette naissance. Une fois les œufs éclos et partis à la dérive, la maman meurt de faim et coule au fond de la mer où elle et son sac ovulaire vide deviennent la proie des charognards. Le poisson-scie vierge. Si vous trouvez qu'une maman calmar enceinte a l'air étrange, découvrez le poisson-scie à petites dents. Pourtant, l'histoire derrière la façon dont les poissons-scie, qui, malgré leur nom, font en réalité partie de la famille des raies, peuvent donner naissance, est encore plus étrange que leur apparence excentrique. En général, il n'y a rien de remarquable dans la façon dont le poisson-scie à petites dents donne naissance. Le mâle féconde un œuf de la femelle qui, après 12 mois, peut donner naissance jusqu'à 20 petits, comme la raie mentionnée précédemment. Malheureusement, ces créatures sont gravement menacées en raison de la perte de leur habitat. Et moins il y a de raies, moins il y a de chances de trouver un partenaire. Heureusement, les femelles poissons-scie à petites dents ont plus d'un tour dans leur sac. Les scientifiques ont découvert qu'environ 3% des poissons-scie vivant dans un estuaire de Floride sont nés sans jamais avoir eu de père. Ça donne une nouvelle dimension à la maternité célibataire. Cette forme de reproduction asexuée est appelée parthénogénèse. Elle se produit lorsqu'il n'y a pas de mâle pour féconder les œufs des femelles. En général, la reproduction implique un ovule et un spermatozoïde, chacun fournissant 50% de l'information génétique nécessaire à la création d'un organisme. Cependant, dans le cas de la parthénogénèse, l'ovule se combine avec ce que l'on appelle un globule polaire, une cellule qui est un sous-produit de la production d'ovules. En cas de besoin, ces créatures ingénieuses peuvent utiliser le globule polaire pour féconder l'ovule. À court terme, c'est une solution assez ingénieuse pour résoudre le problème de population des poissons-scie. Cependant, à plus long terme, ces descendants moins diversifiés génétiquement sont plus vulnérables aux mutations nocives et aux changements environnementaux. Malgré tout, sans ces mères remarquables et leur naissance vierge, l'espèce tout entière aurait peut-être déjà disparu de la surface de la Terre. Le poisson-lune. Les poissons-scie ne sont pas les seules créatures marines à l'apparence effrayante à avoir des histoires de naissance insolites. Les poissons-lunes sont d'énormes créatures marines qui peuvent atteindre 3 mètres d'envergure et peser plus d'1 tonne. Ils ressemblent davantage à une immense crêpe qu'à un animal que l'on s'attendrait à trouver dans l'océan. Cependant, tout comme les poissons-scie, leur mode de reproduction est encore plus surprenant que leur apparence. Les poissons-lunes se reproduisent par une méthode appelée frai en masse, dans laquelle le mâle et la femelle libèrent leurs œufs et leurs spermes dans l'eau, où ils sont fécondés à l'extérieur. La femelle peut produire jusqu'à 300 millions d'œufs, soit plus que n'importe quel autre vertébré sur la planète. À l'éclosion, les larves de poisson-lune ne mesurent que 2,4 mm de long et pèsent moins qu'un trombone. Cependant, malgré leur petite taille à la naissance, elles atteignent à l'âge adulte un poids colossal, 60 millions de fois supérieur à leur poids initial. Si les humains avaient une telle croissance, les adultes pèseraient environ 220 000 tonnes. Pour vous donner une idée, cela correspond à peu près au poids de la Willis Tower de Chicago, haute de 527 mètres. Vous vous demandez peut-être où se cachent tous ces géants, étant donné que la mer pond 300 millions d'œufs. Eh bien, les chances de survie d'un œuf de poisson-lune sont assez minces, puisque seulement 0,0003% des larves de poisson-lune survivent pour raconter l'histoire de leur naissance et de leur croissance colossale. Et moi qui pensais que les enfants humains connaissaient des poussées de croissance impressionnantes. Alors, quelle naissance de créatures marines insolites vous a le plus surpris? Connaissez-vous d'autres méthodes de reproduction étranges dans les profondeurs bleues? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.